Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e numéro du magazine T'as vu, le magazine présenté par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme cette semaine, on va parler d'une porte ouverte du centre de formation maître chien guide d'aveugles. On parlera également de l'apprentissage des gestes de premier secours en 3e et également d'une initiative anti-gaspillage, le disque aux soupes. La première initiative, c'est donc la journée portes ouvertes qui se situe donc à Ronques dans le centre de formation des maîtres chiens guides d'aveugles. Reportage de Victoire Demelener et Charlotte Huguer. Chaque année en France, 220 chiens guides sont remis gratuitement à des personnes en situation de déficience visuelle. À l'occasion de sa journée porte ouverte, le centre Paul Corteville de Ronques nous a accueillis pour comprendre le métier de maître chien guide d'aveugles. Leur mission est d'améliorer et renforcer l'autonomie de déplacement des personnes non ou malvoyantes. Mais quelle formation suivent vraiment les futurs chiens guides ? Le but de l'éducateur, c'est de sortir le chien dans la rue pour lui apprendre à bien marcher droit sur un trottoir, s'arrêter à une bordure de trottoir descendante, traverser quand on le lui demande, réindiquer la bordure montante par exemple, ensuite éviter tout ce qui est obstacle. Les chiots sont sélectionnés selon leur parenté et leurs caractéristiques de race au Centre national de chiens guides. Ils doivent avoir un comportement approprié, être sociables et avoir un physique adapté, comme le labrador ou le golden, des races ayant une bonne image sociale vis-à-vis du public. Avant d'apprendre son métier, le chiot est formé pendant 1 an aux règles de bonne tenue dans la vie quotidienne au sein d'une famille d'accueil. Les bases pour les familles d'accueil, c'est les bases que devrait avoir tout maître avec son chien. C'est-à-dire ne pas monter sur les fauteuils, ne pas réclamer à table, ne pas aboyer quand quelqu'un sonne, ne pas sauter sur les gens. On a aussi beaucoup de joie avec le chien. On peut aller partout avec le chien. Comme Brigitte, 160 bénévoles et familles d'accueil participent aux actions de l'association reconnue d'utilité publique pour sensibiliser et informer sur la cause. Au bout de 24 mois de formation et d'éducation, le chien est mis en contact avec un déficient visuel. Une étape cruciale pour les encadrants qui doivent gérer l'adaptation entre les deux protagonistes. La personne qui vient chez nous fait un essai avec un chien guide qu'elle ne connaît pas. On fait toujours un essai de remise. Donc il y a une prise de contact qui se fait ici à l'association. Il y a plusieurs sorties qui sont faites et on voit si ça correspond à la personne. Une relation s'installe alors entre centre, famille d'accueil et déficient. Un lien indispensable à la bonne formation du chien et à la bonne intégration du malvoyant dans notre société. Et Victoire Demelener m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Victoire. Bonjour. Donc il y a une actu très fraîche qui s'est passée malheureusement à Marseille dans un Monoprix. Un aveugle souhaitait se rendre dans le magasin afin de pouvoir effectuer ses courses et malheureusement il a été mis dehors de force par les agents de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur la législation de cette affaire ? C'est ça, c'est arrivé mardi ou mercredi je crois. Donc le défaillant visuel a été expulsé du magasin avec son chien guide, à cause même de son chien guide par l'un des gérants du magasin. Alors il faut savoir que c'est interdit d'expulser un malvoyant qui entre dans un lieu public avec son chien guide, puisque les chiens guides sont autorisés depuis 2005 à entrer dans absolument tous les lieux publics ouverts. Donc que ce soit les grandes surfaces, les hôpitaux, il y a certaines restrictions au niveau de l'hygiène par exemple, mais ils sont acceptés dans absolument tous les lieux, donc il faut juste savoir que c'est interdit d'interdire. D'accord, et retournons donc vers Ronques, vers ce fameux centre de formation. Comment se finance-t-il ? Comment on fait pour pouvoir accueillir autant de chiens et quels sont les financements finalement ? Alors il faut savoir que c'est une association à but non lucratif, oui. Donc elle repose entièrement sur les dons, les legs et comme on a vu dans le reportage, les actions des bénévoles qui sont quand même nombreux et très investis. À savoir qu'en plus chaque formation de chien coûte 15 000 €. Voilà, 15 000 € pour chaque chien, donc comprenant la formation, l'éducation, la nourriture, les soins vétérinaires, etc. Donc c'est vrai que on imagine que les dons sont importants et surtout l'action des bénévoles. Et finalement, après cette formation, est-ce que c'est pas trop difficile pour les personnes qui les forment de se séparer de ce chien pour le donner donc à l'aveugle qui a été choisi ? Alors non, parce que les bénévoles savent très bien qu'ils ont une action, c'est-à-dire pour eux c'est limite un travail en fait, au final. Ils font ça vraiment pour le chien, pour les défaillants. Forcément de base, c'est ce que nous disait Brigitte, il faut aimer les chiens. Voilà, c'est vrai qu'on s'attache forcément aux chiens. Après, surtout quand ils sont petits.
petits, on les voit dans les images, c'est attachant. C'est ça, de 2 mois à 1 an, forcément, voilà, on apprend leur éducation, donc il y a une certaine attache qui s'installe. Mais c'est dans le but, voilà, de juste une formation du chien, tout simplement. Et après, on sait très bien que ça va se faire tout seul avec le futur défaillant, quoi. Donc c'est une attache, mais il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'aussi tout le monde ne peut pas faire, ne peut pas être bénévole. Exactement, parce que on se dit pas, bah voilà, je vais avoir un chien. Je vais le garder, non. Et je vais le garder. L'esprit dès le départ. Exactement, c'est un état d'esprit. Partir. Tout à fait. Eh ben merci Victoire pour toutes ces informations. On repart tout de suite vers un autre reportage, un reportage qui concerne les initiatives dans les collèges en 3e pour pouvoir former les étudiants aux gestes de premier secours. Une décision qui a été prise par le gouvernement de mettre en place cette initiative. Un reportage de Charlie Créteur et Valentin Delepaul. Le 24 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé que le gouvernement souhaite d'ici 2022 former tous les étudiants de 3e aux gestes de premier secours. Depuis la réforme des collèges en 2016, suite aux attentats de 2015, tous les élèves de 4e doivent être formés. Au collège Saint-Paul-de-Hem, le directeur explique l'importance de cette formation. Ça me paraît effectivement indispensable. On sait très bien qu'une personne en situation de détresse, c'est dans les quelques minutes qui vont suivre malheureusement le malaise. Si elle est prise en charge rapidement, c'est ce qui va être déterminant dans le fait de pouvoir la sauver ou en tout cas de minimiser les éventuelles séquelles dont elle pourrait être victime. Pour Lydie Constantino, infirmière au lycée Baudelaire, cette formation sera positive pour les élèves, mais difficile à mettre en place. Pour le moment, il n'y a rien qui se met en place. Je sais que mon proviseur il a reçu une information par rapport à ça en début juillet ou fin juin, qui m'a fait lire, effectivement. Mais il n'y a pas de notion d'obligatoire, donc on le fait ou on ne le fait pas. Voilà, en fonction de l'organisation au sein des établissements scolaires. Maintenant, pour ce que veut mettre en place Grivois, il faut voir comment ces étudiants seront formés. Dans certains collèges, la formation est obligatoire. C'est le cas au collège Saint-Paul-de-Hem, comme l'explique le directeur, pour qui enseigner les gestes de premier secours aux élèves était l'une des priorités. Alors, la formation, nous la rendons obligatoire. Dans ce genre, par contre, de dispositifs qui sont mis en place, se pose toujours la question du financement. Aujourd'hui, ce que nous mettons en place, on demande une participation de 5 € par enfant aux familles. Le reste de la formation, dont le coût est d'environ 45 à 50 € par élève, est financé par l'établissement, également par des subventions que l'on obtient par le biais du conseil départemental. Concernant cette volonté du gouvernement, le ministère de la Santé n'a pas su répondre à nos questions. En revanche, il nous expliquait la mise en place de ce type de projet. Pour mettre en place ce type de dispositif, il y a forcément une phase de concertation avec les acteurs concernés, c'est-à-dire à la fois l'éducation nationale, les personnes qui feront ces formations, comment ça va se passer, comment ça va s'intégrer, quel va être le contenu de cette formation, etc. Donc il y a une phase de concertation forcément, et après une phase d'organisation et de mise en place. Et après, il y a le moment où on peut annoncer que la mesure va être mise en œuvre, après une fois que le dispositif est vraiment cadré, quoi. Avant que ça soit annoncé, de toute façon, ce type d'annonce, ça demande un certain délai. En plus de vouloir former le maximum de collégiens aux premiers soins, le but du gouvernement sera aussi de former 80% de la population aux gestes de premier secours. Et Charlie Créteur m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors, existe-t-il déjà des formations concernant les premiers secours? Alors oui, dès la primaire, il y a les cours APS, apprendre à porter secours, qui sont mis en place dans les programmes scolaires, donc obligatoires. Et au collège, les 3e doivent avoir connaissance des gestes qui sauvent via un module du même nom, gestes qui sauvent, où pendant 2 heures, ils doivent faire face à des situations d'arrêt cardiaque, notamment d'hémorragie ou de perte de connaissance, par exemple. Et ces mêmes collégiens, avec des lycéens, peuvent être formés via la formation PSC1. Mais pour cela, il faut avoir un mandat ou un titre de type délégué de classe ou autre. Mais cette formation PSC1 est également accessible à part dès 10 ans pour une durée de 7 heures. Et à la fin, il y a un certificat qui est délivré aux formés. Officiel pour officialiser un peu cette formation. Et après, comme on le sait, il y a également les sapeurs-pompiers ou des associations de type Croix-Rouge qui interviennent dans les classes. D'accord. Et finalement, cette formation, obligatoire ou pas, on ne le sait pas en 3e, ça ne va pas finalement être un frein financier parce qu'apparemment il faut payer cette formation. Est-ce que finalement les établissements ou les élèves ne vont pas être un peu réticents
concernant le fait de financer cette formation? Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que le gouvernement va mettre en place via cette formation. On ne sait même pas encore si elle est obligatoire. En tout cas, selon moi, si elle est obligatoire, c'est possible qu'elle soit intégrée dans les programmes scolaires. Donc non, ça ne sera pas un frein. En revanche, si elle n'est pas obligatoire, ça sera certainement un plus pour les écoles qui devront financer certainement une partie. D'accord. Et est-ce que ce n'est pas finalement aussi un doublon avec la JDC qui existe déjà et qui intègre un module des gestes au premier secours? Un doublon, oui, mais au final, comme c'est des gestes importants que tout le monde doit savoir, je ne pense pas qu'on peut dire doublon au sens péjoratif. Ça reste une bonne piqûre de rappel. Ça reste une bonne piqûre de rappel et, comme l'a dit le gouvernement, l'objectif est de former 80% de la population à ces gestes de premier secours d'ici 2022. Eh bien, merci Charlie pour toutes ces réponses concernant les gestes de premier secours. On se tourne maintenant vers un reportage qui lutte contre le gaspillage dans la métropole. C'est Disco Soup, un reportage de Armand Lavenne et Antoine Zetlicki. Si vous vous baladiez mercredi soir dans le hall académique de l'Université catholique de Lille, vous êtes sûrement tombé sur l'événement Disco Soup. Un DJ, des ateliers de cuisine, des légumes. Mais quel est le but de l'événement? Alors, en fait, ils peuvent ce soir éplucher. Bon, ils se lavent les mains d'abord. Hein. On a un atelier assez strict d'hygiène. On lave les mains, on pluche, après on découpe et après ça va dans les casseroles pour la popote. On peut faire des smoothies si on a assez de fruits. On a une centrifugeuse, voilà. Et donc les gens, ils peuvent venir contribuer et en même temps on leur parle, on sensibilise sur tout le gaspillage qui peut se faire ici à Lille, mais dans le monde. Et on peut penser peut-être que c'est une contribution très minime à tout ce qui est jeté aujourd'hui. Mais chaque petite goutte, c'est l'idée du colibri. En fait, chaque petite goutte contribue à une grosse vague. Et c'est ce qu'on essaie d'instaurer aujourd'hui, essayer d'encourager les gens de penser autrement. L'association Disco Soup existe depuis plus de 2 ans et demi sur l'île. Elle veut instaurer une nouvelle approche face à l'environnement et notamment le gaspillage alimentaire. J'œuvre avec mes collègues pour récupérer des invendus dans les supermarchés. Tout ce qui va être jeté, quand c'est jeté, c'est perdu. Quand c'est récupéré, on peut le transformer en nourriture pour manger. Pour des coups de pub comme ça, pour alerter les gens, sensibiliser les gens de combien est jeté par jour en France de nourriture. La récente législation française, pionnière dans le domaine, a largement aidé Hélène et son association à recueillir de plus en plus de fruits et légumes. Pourquoi avant les gens ne récupéraient pas les invendus? C'est parce que les supermarchés n'étaient pas obligés de le faire déjà. Il fallait passer une loi pour les obliger de le faire. Et avant début 2017, ils javelisaient tout ce qui était dans les bennes pour empêcher les gens de prendre. Il y a des gens qui, en anglais, on appelle ça des dustbin divers. Donc, ils allaient dans les bennes pour récupérer tout ce qui allait être jeté. Bon, maintenant en France, et je pense que quand même la France est un des pays, le premier pays d'avoir passé une loi comme ça, où les supermarchés, ils sont obligés de donner ce qu'ils vont jeter. Et ça, c'est le cas. Je ne peux pas donner le nom de l'enseigne parce que Disco Soup, c'est apolitique et on ne fait pas de pub pour nos fournisseurs. Mais c'est une enseigne qui jette ou qui allait jeter 500 kilos de fruits et de légumes par jour. Et donc maintenant, ils sont obligés de donner. Donc vous avez Secours Populaire, vous avez les Restos du Cœur, Emmaüs et nous qui viennent récupérer tout ça. Tous les dimanches, Disco Soup récupère les invendus au glaneur à Oisem, sur le plus grand marché ouvert d'Europe. L'association les redistribue aux nécessiteux. En tout, ce sont de 900 à 1600 personnes qui peuvent être nourries grâce à ces récupérations. Et Charlotte Huguer m'a rejoint sur le plateau. Elle nous parlera tout à l'heure de l'agenda culturel. Et Antoine Zetlicki m'a rejoint également pour parler de ce reportage. Finalement, les grandes surfaces, de quel œil elles voient cette initiative? Plutôt bonne parce que jusque-là, c'est dit dans le reportage, donc elles n'étaient pas obligées justement de redistribuer les biens alimentaires qui étaient pourtant consommables, même s'ils étaient proches de la date de péremption ou d'autres petits problèmes où ils n'étaient pas beaux carrément. Et donc là, c'est ce qui était dit aussi dans le reportage, donc ils les mettaient dans des bennes et ils javelisaient pour que personne ne vienne les récupérer. Oui. Et donc, ce qui est, avec le recul, ce qui est incroyable, parce qu'on
met du javel sur des produits qui sont encore consommables. Donc ils voient plutôt du bon oeil, ils sont gagnants-gagnants, quoi. Non seulement ils se débarrassent en quelque sorte de leurs produits que personne n'achèterait dans leur magasin, et en plus ils permettent à des associations comme ça de redistribuer ces biens. C'est plutôt une bonne initiative, du coup. Ouais, c'est clairement une bonne initiative, ouais, c'est ça. Et du coup, la France, elle se positionne comment dans cette lutte à l'anti-gaspillage? La France, en Europe, c'était un des premiers pays vraiment à lancer la lutte anti-gaspillage. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2010, il y a 541 kilos par personne, c'était aux Pays-Bas, donc c'était le record à l'époque, qui était gaspillé. Donc c'est un chiffre immense. C'est énorme, ouais. Et la France a été la première justement à légiférer sur ça en disant aux grandes surfaces notamment que maintenant il fallait arrêter de gaspiller, donc il fallait absolument qu'ils redistribuent leurs produits, quoi. C'était en 2016 d'ailleurs, la loi de 2016. Donc on se positionne plutôt bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'Europe après a suivi le pas. En 2017, il y a eu une loi justement pour l'Europe tout entière pour la lutte anti-gaspillage. Et ben merci Antoine pour ces informations. On passe tout de suite à l'agenda culturel avec Charlotte. Alors Charlotte, tu vas nous expliquer un peu ce qui se passe ce week-end dans la métropole, et j'ai entendu parler d'une exposition de Matisse aux Beaux-Arts apparemment. Exactement, donc depuis aujourd'hui, l'exposition a ouvert aujourd'hui sur le peintre Henri Matisse, une exposition qui est organisée à l'occasion des 150 ans de la naissance du peintre. Alors à cette occasion, le Palais des Beaux-Arts a reçu de nombreuses toiles de l'artiste qui sont organisées surtout autour de thèmes qui lui sont chers comme le cirque ou encore les voyages. Donc une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 14 janvier. Il y a également aussi le Salon du Livre au Grand Palais. Oui, c'est la 19e édition du Salon du Livre qui se tiendra au Grand Palais ce week-end. Elle accueille une trentaine de libraires et de librairies venues de France, mais aussi de Belgique. Il faut savoir que c'est un événement qui est organisé depuis 2000 par l'association Lille Livre Ancien. Donc vous pouvez venir au Grand Palais samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h pour la modique somme de 5 €. Et il y a également un événement pour les férus de jeux vidéo, ça s'appelle Play It et ça se situe à l'Homme. C'est ça, le Play It Festival qui aura lieu aussi ce week-end. Donc c'est l'occasion de rassembler des amateurs et des passionnés autour du thème du jeu vidéo. Au programme, on pourra rencontrer les créateurs de jeux, voir les méthodes de création, mais aussi c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir pour les plus passionnés des grands classiques du jeu vidéo. Mais aussi de nouvelles productions qui seront présentées lors du festival. Donc un festival qu'on conseille en famille, parce qu'il y aura une très bonne ambiance, ce sera très, très familial. Ouvert à tous. Voilà, ouvert à tous. Et on parle également d'un atelier d'artistes dans le Nord, c'est les Journées Portes Ouvertes apparemment. Oui, c'est les Journées Portes Ouvertes, atelier d'artistes du Nord. Donc, comme son nom l'indique, ce sont plus de 700 artistes de la région qui ouvrent leur atelier au public. Donc, il faut se rendre sur leur site pour découvrir les ateliers qui sont ouverts. Vous pouvez découvrir de nombreuses disciplines comme la photo, le dessin ou encore la peinture. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les artistes sur leurs méthodes, sur leurs pensées et sur leur support. Ouais. Eh bien, merci Charlotte pour toutes ces informations concernant l'agenda du week-end qui est quand même plutôt bien rempli. On vous remercie pour votre écoute. Ce magazine T'as vu se finit ici. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau du Media Lab. Bonne journée à tous.